Il est 11h00. On va pouvoir démarrer parce qu'on a un sujet qui est un gros sujet qui peut se traiter de plein de façons différentes et qu'on va aborder aujourd'hui, qui est comment rédiger votre cahier des charges pour réussir votre fonte. Aujourd'hui, moi, pour me présenter rapidement, je suis Marine Soroco, je suis présidente d'Adimeo. Et Adimeo, on accompagne au quotidien nos clients pour faire du digital le levier de leur croissance. On vous accompagne au quotidien dans l'usage de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, vos consommateurs, vos clients. Et au cœur de notre quotidien, on a une raison d'être qui est d'innover, d'accompagner, de transformer pour bâtir ensemble avec vous, main dans la main, un futur numérique durable, équitable et inclusif. Et l'un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir placer, et c'est encore plus vrai dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde technologique qu'on vit aujourd'hui, en plaçant l'humain au cœur des dispositifs. On a 4 grands métiers. Un métier de conseil et stratégie, on va accompagner nos clients dans la définition de leur roadmap. Et typiquement, quand on se pose la question de la refonte d'un site internet, clairement, on va se poser la question de quel est l'alignement entre mon projet de refonte et la stratégie globale de l'organisation dans laquelle je me trouve. Et pour ça, on va déployer plein d'outils et de leviers. On va en évoquer quelques-uns aujourd'hui. On a un métier où on travaille le design et l'innovation des interfaces. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'UX et à l'UI, et on va concevoir des expériences qui soient les plus impactantes possibles. On a un métier de production technique, où on va venir développer les projets, des projets de sites, d'usines à sites, d'extranet, d'applications métiers. Et un métier où on va travailler plutôt l'acquisition et la fidélisation au travers de dispositifs de type SEO, SEA, lead gen, et l'optimisation des CRM, l'implémentation de solutions CRM. Voilà, je referme la page de pub et on va rentrer dans le dur, qui est qu'aujourd'hui, mon enjeu à moi, c'est de vous donner toutes les clés possibles, issues de plus de 20 ans d'expérience, pour réussir votre cahier des charges. Et déjà, peut-être, avant de remonter, d'aller dans le détail, je voudrais vous poser la question de, pour vous, c'est quoi un projet réussi? Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand je fais cet exercice-là, en fonction des interlocuteurs à qui je m'adresse, un projet réussi, les critères de réussite du projet sont très différents. Je vais m'adresser à un patron d'entreprise, un projet de refonte réussi, c'est celui qui va avoir un impact sur son chiffre d'affaires. Je vais m'adresser à un chef de projet, un projet réussi, c'est parce qu'il a réussi à tenir son projet dans les délais et dans les budgets impartis. Je vais m'adresser à un DSI et lui va me dire: «Ce qui est réussi comme projet, c'est le fait que le dispositif, n'a pas de bug, est pérenne à long terme, n'a pas de faille de sécurité et il n'est pas obligé de refactoriser tous les 4 matins ce qu'il a fait». Et puis, je vais m'adresser aux collaborateurs, et en fait, les collaborateurs, ils vont dire: «Le projet est réussi parce que le projet est beau, parce que le projet fonctionne bien, parce que, j'ai plus de leads» et cetera et cetera. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, heu, réussir un projet, avant tout, ça signifie atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés au début du projet. Donc si on terrelote, le levier de réussite d'un projet, c'est évidemment de définir des objectifs, de les formaliser, de les verbaliser et de les communiquer à toutes les parties prenantes. Parce que moi, à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé, je sors d'un projet, les équipes sont hyper contentes, mais il y a 1 ou 2 personnes qui sont pas OK. Pourquoi? Parce qu'au départ, la réussite du projet n'a pas été clarifiée. Parce qu'en fait, par exemple, réussir un projet, pour un chef de projet, ça pourrait être très bien: «J'ai appris plein de trucs». Mais en fait, tu as peut-être appris plein de trucs, sauf que tu as cramé un budget incroyable et tu as 6 mois de retard. Bref. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se dire qu'on a souvent, quand on lance un projet comme celui-là, des réflexions assez compliquées. Le marché des agences digitales est extrêmement vaste, extrêmement riche. Il y a à boire et à manger. On parle de prestataires, d'intégrateurs qui sont très différents entre le freelance et la grosse agence Publicis, par exemple, qui va vous faire un site à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et la solution même, qui va supporter, le socle technique qui va supporter, vous avez plein de variantes différentes. Entre des solutions SaaS, si je veux faire un e-commerce, je vais faire du Shopify, ou alors je vais faire tout à façon parce que j'ai des besoins très particuliers, etc. Donc en fait, quand on n'est pas du métier,
C'est hyper difficile de choisir. Et comment je fais, moi qui ne suis pas nécessairement du métier, alors vous pouvez l'être, vous pouvez les chefs de projet, mais comment je fais pour identifier le bon prestataire, la bonne solution? Je vais divulgacher tout de suite le sujet. Il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de meilleur prestataire. S'ils existent, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu des clients qui leur ont fait confiance et s'ils continuent à exister, c'est qu'apparemment ils sont pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il y a des typologies de solutions, des typologies de prestataires qui correspondent à des typologies de projets et à des typologies de clients. Je prends un exemple tout bête, vous avez des boîtes qui ne font que de l'agile, pour ceux qui connaissent, donc qui nécessitent des cours lots itératifs de développement avec une présence accrue du client. Ça va pas du tout fonctionner avec des boîtes qui sont plutôt centralisées, pyramidales, où je dois avoir 4 cycles de validation avant de pouvoir écrire une virgule. Donc vous voyez, il y a aussi ce sujet-là qui est de se dire, quels sont mes besoins? Quels sont le contexte dans lequel j'évolue? Quelle est la maturité de mes équipes? Et en face de qui je veux pouvoir travailler? Donc au programme, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va se dire, finalement, c'est quoi un bon cahier des charges? Je vais essayer de vous résumer en 5 étapes la méthode, notre méthode, pour faire un bon cahier des charges. Et je vous propose de finir sur c'est quoi les points d'attention aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce qui est hyper important, et j'y reviendrai, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un cahier des charges, vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous faire un truc qui est très bien. Donc moi, ce sur quoi je vais m'appuyer ou m'intéresser, c'est de me dire, c'est quoi ce que ne va pas vous dire les outils de génération automatique, si jamais vous prenez, l'idée, l'envie, la bonne idée, la bonne envie de venir un peu, travailler avec ces outils-là pour formaliser vos besoins. Alors, un bon cahier des charges. Un bon cahier des charges qui est à différencier des specs, de la documentation technique et cetera ou d'une formation. Un bon cahier des charges, c'est la boussole des porteurs de projet pour réussir le projet. Le cahier des charges, il va effectivement définir des objectifs clairs, explicites. Vous pouvez vous s'appuyer sur la méthode SMART assez connue. Il va permettre d'aligner toutes les parties prenantes. Je reviens sur ce que je disais juste avant sur le sujet des c'est quoi un projet réussi? C'est que le cahier des charges, il va venir expliciter les indicateurs de réussite et donc aligner tout le monde et de dire, la DSI, la DRH, la directrice de la communication, le CEO, le chef de projet, ils sont tous OK pour dire que ce qui va faire que dans 6 mois, si le projet est réussi, c'est parce qu'on a réussi à faire ça, ça et ça. On a réussi à augmenter le nombre de leads, on a réussi à atteindre un score d'éco-conception important, on a réussi à augmenter nos performances, on a réussi à augmenter le nombre de visites, et cetera, et cetera. Donc ça aligne les priorités, ça fédère les équipes, ça définit les responsabilités. Ça permet aussi de donner un cadre clair d'intervention aux prestataires. Là, c'est hyper important parce que ça m'arrive souvent, c'est bon, c'est d'avoir des interlocuteurs qui me disent: «C'est bon, c'est très clair pour moi, je sais ce que je veux». Et vous savez, dans la vision méta de ce que c'est que la communication, il y a un émetteur et un récepteur et au milieu, il peut se passer plein de trucs. Si c'est très clair dans votre tête, ne vous dites pas que c'est très clair dans la tête de votre interlocuteur. Et dans un projet, par essence, qui est un boulot de communication, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y aura toujours un truc: «Ah, c'est ce que tu voulais dire? J'avais pas compris la même chose que toi». Donc en fait, le cahier des charges, c'est ce qui va permettre d'expliciter la pensée et de s'assurer, dans la réponse que va faire le prestataire, dans la reformulation qu'il va le faire, qu'il a bien compris ce que vous vouliez. Ça vous permet évidemment de garantir les budgets et les délais. C'est enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pour ça que c'est aussi quand vous faites un cahier des charges, donner des éléments de budget, de délai. Pourquoi? Parce que ça va permettre au prestataire d'aligner sa méthodo, d'aligner les ressources qu'il va mettre en face, pour pouvoir répondre à votre enjeu de budget et délai. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, un budget de site internet, vous le savez certainement mieux que moi si vous avez été confronté à ça, vous pouvez avoir un petit freelance qui va vous le faire à quelques milliers d'euros et vous allez avoir des grosses agences de com qui vont le faire à plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que dedans, dans une refonte, on peut mettre plein d'étapes, plein de ressources, plein de process qui peuvent être très, très, très différents. Et enfin, le dernier sujet, évidemment, c'est que, le sujet du cahier des charges, c'est que ça va sécuriser les résultats. Dans les résultats,
pour mesurer l'efficacité des livrables. Par exemple, si vous donnez l'un des objectifs qui est de rendre le site accessible à tous parce que vous avez une obligation légale sur ce sujet-là, d'ailleurs tous vous avez une obligation légale, le cahier des charges devra expliciter qu'on veut une conformité stricte au RGA. Ou alors le cahier des charges pourra dire je veux 90% d'atteinte. Et je veux qu'il y ait un audit en amont et un audit en aval. Donc en fait, en gros, pour se dire ça, le cahier des charges, même si vous êtes en méthode agile, même si vous êtes accepté un engagement de moyens de la part de votre prestataire, il est indispensable parce qu'il fédère les équipes, il structure les projets autour des enjeux et il va vous garantir le retour sur investissement maximal. Et quels sont les enjeux de ce cahier des charges, au-delà de ce que j'ai dit? C'est qu'évidemment, parce que vous aurez explicité vos besoins, vous allez pouvoir faire un choix adapté de prestataire. Et aussi, dans ce cahier des charges, il ne faut pas hésiter à mettre noir sur blanc les interrogations ou les hésitations ou les sujets que vous n'avez pas encore tranchés. Pourquoi? Parce que c'est aussi grâce à ce cahier des charges que vous allez pouvoir mesurer la valeur du conseil de votre prestataire. Ça, c'est hyper important et c'est une conviction très forte que j'ai, qui est de dire que dans un monde où finalement beaucoup de choses peuvent être automatisées, codées avec IA, générées rapidement, ce qui va faire la différence entre un prestataire A et un prestataire B, c'est la qualité du conseil qui va pouvoir vous délivrer. Et donc, de fait, dans un cahier des charges, le prestataire va y répondre et il va répondre aux questions que vous vous posez. Et là, vous allez voir si les réponses qu'il vous apporte correspondent à ce que vous attendez. Bref, je vais vous faire un petit exemple sur. J'ai demandé à ChatGPT de me rédiger un cahier des charges et vous pouvez faire exactement le même exercice que moi. Je vais baisser un peu le son. Parce que pour vous, vous pouvez travailler avec ChatGPT en travaillant un peu le prompt pour lui demander de faire le cahier des charges pour la refonte de X. Là, je lui ai demandé pour la refonte du site ADME. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il va me donner effectivement tous les éléments. Évidemment, dans un cahier des charges, vous devez travailler sur quels sont vos contextes, quels sont les objectifs, pourquoi vous voulez refondre le site, qui sont vos cibles. Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, vous allez construire les parcours en fonction. Ce qui est hyper important, c'est que vous devez aussi analyser l'existant pour savoir d'où vous partez et là, vous voulez aller. Vous allez bien évidemment décrire fonctionnellement parlant le projet, donner de l'arborescence, les fonctionnalités attendues. Donc là, vous voyez, ChatGPT, il m'en met plein. Vous allez cadrer un peu techniquement. Est-ce qu'il y a des interfaces avec des outils tiers? Quel est le niveau de performance? Quelles sont les exigences réglementaires que vous voulez avoir? Comment vous allez vous organiser? Méthodologie agile, cycle en V, hybride, etc. Important aussi, il vous donne aussi ChatGPT quels sont les critères de sélection du prestataire. Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, c'est important de dire au prestataire, mon prestataire, je veux qu'il soit particulièrement bon techniquement. Mon prestataire, je veux qu'il soit particulièrement à mes côtés pour accompagner la conduite du changement, etc. Donc, moi, je vous invite, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est pas de faire ce que fait très bien ChatGPT. Je vais plutôt essayer d'aller m'intéresser sur les points saillants auxquels il faut prêter une attention particulière. Le premier point saillant, et effectivement là où si vous utilisez ChatGPT, je dis ChatGPT, mais n'importe quel LLM, vous allez évidemment devoir le nourrir sur qui vous êtes. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que votre cahier des charges, il va devoir prendre en compte votre environnement. Et c'est là où vous allez pouvoir construire, tirer la trame. En termes de métier, quel est votre business, etc. En termes de concurrence, la concurrence est extrêmement importante pour savoir comment vous vous positionnez, quels sont vos points forts, vos points faibles. Les sujets en termes de technologie, quels sont les et peut-être le sujet en termes de technologie, c'est pas tellement finalement la technologie que vous souhaitez, parce que ça, c'est plutôt, j'allais dire, du ressort du prestataire de vous recommander la techno, mais plutôt quelles sont vos contraintes technologiques. Et un autre élément clé, c'est, dans les éléments de contexte, c'est comment vous fonctionnez en interne. Qui pilote, quelle est la gouvernance, quelles sont les difficultés pressenties, quelles sont vos contraintes, etc., etc. Si vous avez, ce que je vous disais, par exemple, ça arrive dans des grosses organisations où, en fait, on va prendre énormément de retard sur un projet parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé le nombre d'itérations de validation du design de la homepage. Et que, en fait, le temps que ça fasse l'ascenseur entre les différents échelons, on perd un temps infini. Donc ça, le contexte, c'est vraiment un sujet pour le coup où les outils d'automatisation vont relativement peu vous aider. Ensuite, je vais venir sur les grandes 5 étapes de la méthode qui me paraissent impératives. En gros, c'est quels sont les travaux préliminaires que je dois mener avant de me lancer dans l'écriture du cahier des charges. La première étape, on va dire l'étape 0 en quelque sorte, c'est aussi peut-être vous poser la question de qui fait ce travail.
Je vous l'ai dit, le cahier des charges, c'est l'un des éléments clés de la réussite de votre projet. Donc ça veut dire que celui qui fait le cahier des charges, il faut qu'il soit compétent sur le sujet. Si, vous avez peu de connaissances sur les métiers du digital, et que vous vous sentez un peu dépassé, il y a un peu le questionnement qui est de vous dire: «Bah, en fait, peut-être que je peux le déléguer à quelqu'un d'autre». Ce quelqu'un d'autre, il doit avoir une très bonne connaissance de votre métier, de qui vous êtes, ou en tout cas vous devez lui avoir expliqué. Il doit avoir une très bonne connaissance de la vision des enjeux de l'entreprise et je mettais idéalement, mais oui, il faut avoir une bonne compétence des métiers du digital pour écrire un cahier des charges. Aujourd'hui, je pense que si vous n'êtes pas du tout familier, si vous avez jamais mené de projet tel que celui-là, heu, le déroulement du projet, de toute façon, sera compliqué. Parce que le prestataire est bien là pour pallier et apporter sa force de conseil, mais parfois vous pouvez amener un cadrage qui est insuffisant pour pouvoir vous épargner quelques ennuis par la suite. Donc c'est là où effectivement l'externalisation avec une prestation AMOA peut être intéressante. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est que si vous êtes accompagné, ou pas d'ailleurs, c'est que vous allez pouvoir aller pousser un peu la question de, «Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui?» Vous allez pouvoir faire un audit interne et externe. En interne, vous allez pouvoir vous dire: «Beh, c'est quoi mon la degré de qualité de référencement aujourd'hui? J'ai combien de mots-clés?» pour vous dire où est-ce que je veux aller demain. C'est quoi le nombre de visites? Quels sont les parcours? Quelles sont les pages les plus vues? Quelles sont les pages qui génèrent un taux de rebond important? D'un point de vue éditorial, est-ce que ce que je propose en termes de contenu, heu, a de la valeur, a une tonalité particulière? Est-ce que justement, il faut que je m'améliore sur ces sujets-là? Bref, l'audit interne, c'est une mine d'or pour vous dire ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Et là, l'une des difficultés majeures, c'est que vous, si c'est vous qui avez travaillé sur le projet précédent, vous allez regarder ça avec votre œil biaisé de vous qui, peut-être, n'en pouvez plus de votre projet parce que ça fait 3 ans que vous avez, lutté pour avoir un budget de refonte. Et vous oubliez peut-être, je me permets, de voir ce qui fonctionne bien, ce que les gens apprécient, et cetera. Donc c'est là où vous allez avoir un intérêt d'avoir peut-être un œil externe sur cet audit. Et puis bien évidemment, l'audit externe, ça paraît évident, mais effectivement, allez voir ce qui se passe ailleurs, vos concurrents, mais pas que vos concurrents, les tendances, et cetera, et cetera. Ça, c'est une première étape, j'allais dire, d'immersion pour faire l'état des lieux, établir le terrain de jeu. Le deuxième sujet, c'est identifier, connaître, comprendre ses cibles. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez connaître vos clients, vos utilisateurs, vos cibles? Alors, je pose évidemment une question, qui n'attend qu'une réponse positive. Oui, vous les connaissez, bien sûr, mais peut-être de manière incomplète. Pourquoi? Parce que, si vous êtes commercial, vous le voyez sous le prisme du commerce. En tant que marketing, vous voyez peut-être pas tous les enjeux dans, les sujets de production à proprement parler, de gestion logistique, et cetera. Et puis, aussi le sujet qui est hyper important, c'est qu'on est tous, moi la première, pétris de biais, de supposés et de projections qu'on fait sur nos cibles. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on a toujours une vision incomplète de ces cibles et donc avec cette vision incomplète, vous risquez toujours de construire un projet qui est peut-être un peu éloigné des attentes ou alors qui manque un peu la cible, qui ne remplit pas complètement tous les objectifs. Donc ça veut dire que c'est hyper important de bien travailler la connaissance de vos cibles, puisque si vous faites un site internet, c'est bien pour parler à vos prospects, vos clients, vos leads, vos utilisateurs, et cetera. Donc il faut travailler la connaissance de vos cibles avant le cahier des charges parce que, en fait, ça va très nécessairement impacter les fonctionnalités, les parcours, l'arborescence, l'éditorial, et cetera, et cetera. Il y a plein de méthodes pour connaître ses cibles. Je vous invite à aller voir un webinar, hem, qu'on a fait, qui est basé sur comment faire des recherches utilisateurs. L'enjeu, c'est de vous dire, c'est qui vos cibles? Quels sont leurs besoins, leurs motivations profondes? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et c'est intéressant parce qu'en fait, comme vous allez avoir une diversité de cibles, vous allez vous rendre compte que, un acheteur n'attend pas du tout la même chose qu'un prospect, qu'un client existant ou qu'un distributeur ou qu'un futur collaborateur. Et là, en fonction de ces profils, vous allez vous dire: «C'est quoi leurs freins quand ils viennent sur mon site?» si vous êtes sur un site e-commerce, c'est quoi leurs freins à la décision, à l'achat? C'est quoi leurs craintes? Vous avez des modèles qui existent, typiquement le modèle de Kano qui marche très bien, où là, vous allez pouvoir travailler à construire votre persona. Et il y a un sujet qui est hyper important, c'est que c'est très bien, hein, dans beaucoup de cahiers des charges, les gens font les efforts de travailler les personas, mais ils font les efforts de travailler les personas
uniquement sous un prisme interne. Ils se sont réunis en interne, ils ont réuni les commerciaux, et cetera, donc c'est très bien, ils ont fait un persona, mais ce persona n'est jamais nourri par des enquêtes auprès de vos cibles, des sondages, des focus group, des tests utilisateurs, et cetera. Alors que justement, c'est souvent ce qui apporte le plus de valeur dans la définition d'un persona et d'un parcours. J'en ai largement parlé au début, mais effectivement, une fois que vous avez bien compris quels sont les pain points, les points de douleur de vos cibles, vous allez savoir où est-ce que vous allez devoir vous améliorer dans cette refonte. Et donc vos objectifs, vous allez les décliner en KPI, les Key Performance Indicators en bon anglais, et vous allez pouvoir, dans un site à proprement parler, mais dans d'autres projets, ça serait d'autres indicateurs, avoir 4 grandes catégories d'objectifs. On va dire des objectifs en termes de performance opérationnelle. Je mets de côté les objectifs sur des sujets plus techniques, de conformité RGA, d'éco-conception, etc. Vous pouvez avoir des objectifs de notoriété. Quel est le trafic direct? Quelles sont les mentions de marque, etc. Vous allez pouvoir avoir des objectifs de visibilité. Je veux augmenter mon trafic organique de combien? Pourquoi? Parce que je sais que si j'ai 100 utilisateurs, j'en ai 30% qui vont venir télécharger un roadbook et peut-être 10% qui vont faire une demande de devis. Donc vous voyez, vous allez pouvoir construire votre entonnoir de conversion. Donc c'est important aussi que de cette visibilité, vous allez pouvoir déduire de la conversion. Pourquoi c'est important d'avoir cette granularité d'indicateurs-là? C'est parce qu'en fait, souvent ce qu'on compare, c'est le nombre de visiteurs et le nombre d'opportunités que les commerciaux ont, par exemple, sur un site, si je suis sur un site de génération de leads. Mais au milieu, il peut se passer plein de trucs. Et peut-être que je peux avoir un très grand nombre de visiteurs, donc c'est cool, c'est top, mais derrière, j'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que mes indicateurs de conversion sont très mauvais. Mais ça, on peut l'appliquer soit aussi bien sur des sites, on va dire, institutionnels, vitrines, que sur des sites e-commerce, que sur des projets, plus métiers, et cetera. Donc ça, c'est important de pouvoir décliner vos objectifs en indicateurs et que ça soit un peu le fil rouge qui soit tracé tout du long. Parce que, c'est aussi un sujet qui est très important, c'est que parfois, il y a tellement de choses à faire dans une refonte de projet qu'on perd le sens des priorités. Et donc, pouvoir se rattacher à des indicateurs clés, de se dire: «Non mais attends, cette fonctionnalité-là de chatbot que je veux mettre en place, qui a l'air waouh, qui a l'air trop bien, est-ce qu'elle sert mon objectif de conversion?» Vous allez évidemment, à un moment, devoir cadrer le budget, le calendrier, les ressources. Ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui me disent: «Je sais pas combien ça coûte, j'ai pas de budget». Bah, là, en fait, on va faire le YOLO. Et puis surtout, ce qui est important dans votre budget, c'est de distinguer, j'allais dire la face émergée, la partie immergée de l'iceberg des coûts cachés. Vous allez avoir le coût éventuellement du prestataire si vous l'externalisez, ça c'est évident. Donc c'est le coût d'investissement, mais n'oubliez pas derrière tous les coûts de fonctionnement. J'y reviendrai plus tard, mais il y a un vrai enjeu quand vous définissez les budgets de vous garder sous la pédale du budget post mise en ligne et tout au long de la vie. Et c'est un autre grand débat d'ailleurs, c'est, et je l'aborde pas aujourd'hui, mais finalement, plutôt qu'une refonte qui vise un peu à jeter le bébé avec l'eau du bain, pourquoi ne pas juste travailler en permanence l'optimisation de l'existant? Donc d'avoir finalement un budget d'investissement qui est lissé. Vous allez avoir aussi des budgets importants en termes de mobilisation de ressources internes. Ça, c'est souvent très sous-estimé. Ça va vous prendre du temps pour cadrer, piloter, du temps pour écrire, du temps pour faire des allers-retours, et cetera. Donc voilà, cadrer le budget, cadrer le calendrier. Dans le calendrier, de la même manière, vous allez avoir souvent des enjeux, qui sont pas toujours très bien anticipés, ou dans le calendrier, vous allez prendre en compte les enjeux de concertation. Ouais, valider une maquette graphique, peut-être que vous allez devoir solliciter plein de personnes en interne. Des enjeux de recettes. Recettes, c'est-à-dire je vérifie que ce qui m'a été livré est OK, et ça prend du temps. Des enjeux, de calendrier pour reprendre, migrer le contenu, le réécrire, bref. Et donc ça veut dire quoi? Pour faire tenir les budgets et le calendrier, vous devez anticiper vos besoins de ressources internes, externes, anticiper vos besoins de formation et pourquoi pas les recrutements. Et enfin, la 5e étape, une fois que vous avez rédigé votre cahier des charges, c'est de se dire, hem: «À qui je l'envoie?» Je l'envoie à un généraliste ou je l'envoie à plusieurs spécialistes? Je l'envoie à un petit ou un gros? Je préfère une approche sur mesure ou du générique? Et ça, les réponses à ces questions-là, elles sont pas simples du tout. Ça dépend de votre contexte,
de l'ambition de votre projet, des indicateurs clés que vous privilégiez. Évidemment, si vous avez un enjeu majeur de génération de leads, vous allez plutôt vous adresser à quelqu'un qui a déjà fait ça. Si vous avez un enjeu de faire un site institutionnel, corporate, vous allez plutôt vous adresser à une agence plutôt orientée com. Et une approche sur mesure ou générique, bah, ça va dépendre de la complexité intrinsèque de votre projet et évidemment de votre budget. Donc voilà, c'est un peu je vous ai décrit un petit peu les 5 étapes. Je voudrais ensuite avoir quelques petits points d'attention pour vous, quelques écueils que je voudrais vous éviter. Vous allez bien évidemment pouvoir télécharger un modèle de cahier des charges, e-commerce, etc. On en a plein. Donc ça va pouvoir vous nourrir. Le première étape qui est hyper important, c'est quand vous consultez des prestataires, essayez de cadrer la consultation. Ça va vous faciliter la vie. Quand est-ce que vous attendez des réponses? Qu'est-ce que vous attendez dans la réponse? Donc quels sont vos critères de choix? Quelles sont les étapes? Est-ce que vous avez prévu d'aller les voir? Est-ce que vous avez prévu d'avoir une démo, etc.? Quand est-ce que vous voulez démarrer? Quel est le degré d'urgence? Donc vraiment, en amont, dans le cadre de ce cahier des charges, cadrer l'envoi et la consultation du cahier des charges. Pour pouvoir vous permettre ensuite, c'est là où c'est hyper important, de comparer la même chose. Pour pouvoir accompagner pas mal de clients dans ces étapes de cadrage, vous vous retrouvez avec des prestataires qui ont souvent plein de façons différentes de faire. Et si vous n'avez pas cadré la manière dont vous voulez qu'ils vous répondent, ça va être hyper difficile de comparer des choux et des carottes. Le deuxième sujet, c'est que dans votre cahier des charges, prévoyez du temps et du budget pour le contenu. Pourquoi c'est si important que ça? Je vous ai mis une petite illustration qui est vieille, qui date de 2013, mais qui est évoluée et qui était volontairement un peu provocatrice, qui disait que on est aujourd'hui dans une ère d'infobésité, dans une diminution majeure du temps d'attention disponible. Aujourd'hui, notre temps d'attention est équivalent à celui d'un poisson rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un contenu qui est produit par ChatGPT, qui est pas relu, qui est mal écrit, qui ne correspond pas à l'état de l'art de ce qu'il faut faire, je vous invite à aller voir d'ailleurs, on a fait des webinars sur ces sujets-là, je vais pas m'étendre, mais écrire du contenu pour le web percutant, qui transforme, c'est un vrai métier. Et vous n'allez pas pouvoir le demander aux stagiaires. D'autant plus que si le stagiaire, pardon, j'allais faire une mauvaise digression, de la qualité d'écriture de nos stagiaires jeunes. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième sujet, voilà, et ce que je disais, c'est qu'effectivement, votre contenu, c'est ce qui va vous différencier, vous positionner et fidéliser. Et vous allez avoir 2 enjeux. Un enjeu SEO, qui est plus ou moins simple à gérer en fonction de la compétitivité des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, et un enjeu d'identité de conversion. Vous pouvez avoir un super contenu SEO qui performe, mais si derrière ce que vous dites est plat et n'engage pas le lecteur, il reviendra pas. Le troisième sujet aussi aujourd'hui qui me paraît très important, vous en avez, j'espère, entendu parler, c'est les enjeux du poids du numérique dans les questions du changement climatique. Et c'est encore plus vrai sur les questions d'IA, on pourrait en parler à un autre moment. Mais ça veut dire que, particulièrement si vous êtes dans des boîtes qui sont soumises à des exigences, RSE et autres, vous allez vous questionner sur: «Qu'est-ce que je veux en termes de lourdeur de mon projet?» Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel est le score? Il y a plein d'outils qui existent en ligne, qui peuvent vous proposer un score, une mesure de votre score. Et qu'est-ce que je veux en termes d'hébergement, en termes de conception, de design et de technique? Et je refais un petit aparté également, un peu provocateur volontairement. Quand je vous disais, il y a peu de temps que parfois, plutôt qu'une refonte, est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'engager dans une perspective d'optimisation permanente? Je vous dis ça parce qu'un site qui est bien éco-conçu, c'est un site qui n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous lancez un projet comme celui-là, il va mobiliser du temps, de l'énergie et donc de la dépense énergétique. Et ça veut dire aussi que questionnez-vous sur chaque fonctionnalité. Est-ce qu'elle est vraiment indispensable et est-ce qu'elle sert mes objectifs? Là, encore une fois, c'est une question aussi de sensibilité à ces sujets-là, mais ça peut être un très bel objectif pour votre projet de refonte. 4e point de vigilance. Veillez à la sécurité de votre dispositif. L'aphorisme assez classique, c'est de dire,
Il ne faut pas se poser la question de si on va être attaqué, mais quand. Il y a une stat assez intéressante que j'ai retrouvée, qui dit que votre site web aujourd'hui est déjà attaqué 172 fois par jour. Par des bots, par des gens qui déploient des programmes, bref. Et déjà, votre site est déjà bien protégé. Mais ça veut dire un truc important, c'est que, on est de plus en plus dans une ère de cybercriminalité et dans lesquelles vous devez avoir une cybervigilance maximale. Alors certes, votre site internet n'est pas un outil de production, donc vous allez vous dire que l'impact sur, le chiffre d'affaires et cetera est peut-être pas très important et encore que je mets de côté quand même, tous les sites institutionnels qui doivent générer du lead et les sites, e-commerce. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aussi, dans votre projet, mettre en place un principe de security by design. Dans le choix d'outils, dans le choix des modules, dans la manière dont vous allez concevoir, dans la manière dont vous allez sécuriser les accès, dont vous allez sécuriser l'hébergement et aussi, chose très importante, dans la manière dont vous allez maintenir votre dispositif. Ça, c'est un point clé, et très souvent oublié, c'est une fois que le site est lancé, qui est là pour s'assurer que mon site ne sera pas piraté? En résumé, pour vous dire tout ça, il y a un enjeu majeur où, vous devez être hyper vigilant quant à la qualité globale de votre projet. Et chez nous, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle un framework Web Optima Matrix, qui est hyper important et qui vient objectiver, mesurer les sites qu'on fait, les sites qu'on récupère, quel est leur niveau en termes de respect des principes de sécurité, en termes de qualité technique du code, en termes d'éco-conception, quel est votre score et comment on peut faire pour le faire progresser, en termes d'accessibilité, en termes de performance. Vous savez très bien que l'enjeu SEO et de conversion, c'est d'avoir un site qui réagit vite. En termes d'UX, et tous ces sujets-là, ils sont très vertueux les uns avec les autres. C'est-à-dire que si vous vous préoccupez d'accessibilité, mécaniquement, vous allez avoir des meilleures perfs, mécaniquement, vous allez avoir un meilleur score d'éco-conception. Si vous vous préoccupez des questions de sécurité, vous allez aussi avoir un meilleur SEO parce que vous allez respecter les critères de Google. Donc tous ces indicateurs-là sont extrêmement vertueux et se nourrissent les uns les autres, et sont majeurs pour vous permettre de répondre à vos objectifs de conversion, de fidélisation, d'acquisition, etc. Et je l'ai évoqué, n'oubliez pas également de vous poser la question de comment est-ce que je veux travailler avec les équipes que j'ai choisies après la mise en ligne? Discutez-en en amont, pas une fois que le projet est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins essentiels de maintenance pour gérer évidemment les sujets de sécurité, mais aussi d'évolution. Qu'est-ce que vous attendez en termes de réactivité? Et est-ce que vous attendez lui qui vous aide à faire un peu de webmastering? Et je réinsiste encore là-dessus, sur le budget additionnel, sur le fait d'anticiper, le fait qu'on n'a pas tout prévu, et cetera. Réfléchissez à votre projet un peu comme une version bêta permanente. Il y a toujours des trucs à améliorer et dites-vous aussi que le projet n'est pas fini quand le site est en ligne. Bien au contraire, c'est peut-être là où ça commence. Voyez d'abord un projet petit, un MVP dans notre jargon, pour ensuite venir l'incrémenter. J'ai connu beaucoup de projets où on avait un cahier des charges, une liste à l'après-vert infinie, où le projet durait 1 an, on n'en voyait pas le bout et finalement, on aurait pu sortir beaucoup, beaucoup plus tôt et puis faire des mises en ligne progressives. Ça aurait clairement pas diminué la valeur du projet, au contraire, ça aurait permis aussi d'ajuster les priorités au fur et à mesure et surtout d'avoir un produit qui soit beaucoup plus tôt disponible. Et enfin, une des dernières questions qu'on peut se poser, c'est, dans le contexte actuel, c'est quid des sujets d'IA? Je vais vous dire un truc, j'ai découvert il y a 15 jours seulement, que Amazon avait mis un chatbot sur son site. Il y a 15 jours. C'est hyper récent et pendant longtemps, ça m'a interrogée depuis que ChatGPT est sorti de me dire: «Mais comment ça se fait qu'on voit pas plus de chatbots?» Vous connaissez peut-être certainement le chatbot, de la SNCF qui a existé un temps et que tout le monde décriait. En fait, hem, il y a un vrai sujet pour, des sites institutionnels, des sites vitrines, un peu moins pour des sites e-commerce et autres, de se dire, «C'est quoi la valeur ajoutée des outils d'IA chez moi?» 1, sur l'audit, la mesure des performances, ça peut être très intéressant pour venir traiter des datas, mais il faut que vous ayez un site quand même assez costaud. 2, très intéressant, pour m'aider à générer et ou traduire du contenu. Donc on va proposer des outils de génération automatisée dans les back office. On va mettre en place des plugins automatiques de traduction de contenu. Je mets un petit bémol là-dessus, on a pas mal d'expérimentations qui ont été faites sur ces sujets-là.
Ne faites pas une confiance aveugle à la traduction des contenus. Vous allez voir que si vous demandez à des locaux de naviguer sur un site qui a été entièrement traduit par IA, ils vont halluciner. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes sur des enjeux techniques et autres. Mais c'est quand même une très bonne aide. C'est pour ça que les sujets d'IA là-dessus, dans la gestion du site internet, nous font de nous on va dire des experts augmentés. Et le grand sujet, c'est effectivement quelles sont les fonctionnalités utiles que je peux proposer pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors, j'ai évidemment le sujet du chatbot, qui aujourd'hui est très peu présent. Je vous le disais, à Amazon, ça fait seulement 15 jours qu'ils proposent un chatbot, et encore, c'est pas foufou si vous en avez fait l'expérience. Et vous avez des enjeux majeurs d'hallucination. En revanche, là où c'est intéressant, c'est sur le moteur de recherche. Le moteur de recherche va vous permettre effectivement aux internautes, et notamment il y a une solution qui fait ça plutôt pas mal, qui s'appelle Algolia, aux internautes de taper en langage naturel pour avoir des réponses. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi dans des contextes internes, sur des intranets ou autres. Et l'autre sujet qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi l'utiliser, par exemple, dans des sites e-commerce avec forte volumétrie, dans un enjeu sur de la personnalisation en temps réel des parcours, en fonction de l'analyse qu'on peut faire de l'utilisateur qui est sur le site. Mais là, clairement, on est sur des sujets, on va dire sur des projets un peu plus costauds. Mais bref, il y a plein d'idées pour vous aider donc à créer du contenu, et cetera, pour vous aider à optimiser le SEO, pour vous aider à générer des images, et cetera. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les outils d'IA sont beaucoup plus utilisés pour améliorer la compétitivité, la productivité de ceux qui font les projets, qu'en termes d'outils pour vos utilisateurs directs. Je mets de côté les projets très métiers et très particuliers. Et puis, il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais conclure également. Dans vos projets aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude géopolitique mondiale où effectivement le monde parfois peut faire un peu peur, l'Europe aujourd'hui a un enjeu majeur de souveraineté des données. La souveraineté des données est cruciale pour protéger les informations stratégiques des entreprises, pour réduire leur dépendance technologique et pour s'assurer qu'on a un hébergement qui est conforme à nos régulations européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'on va vivre de plus en plus dans les années à venir un sujet majeur sur les solutions SaaS, sur le fait de dépendre exclusivement d'un seul fournisseur technologique. On l'a vu notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cet été, il y a eu une défaillance de Microsoft qui a mis en carafe beaucoup d'entreprises. Alors ça n'a pas duré tout longtemps, quelques heures. Mais on a effectivement une dépendance et un risque à effectivement confier nos projets et nos sites internet éventuellement que à des fournisseurs SaaS américains, notamment. D'où l'importance de questionner vraiment l'hébergement localisé, sans forcément aller sur des stratégies qu'on appelle Secnum Cloud, qui sont vraiment pour des applications sensibles. Et tous ces sujets-là, effectivement, je pense qu'il faut se les poser dès à présent, y compris pour des simples sites vitrines. Voilà, je m'arrête là. Un grand merci à tous. Je vous annonce le prochain webinar, plus particulier, on va vous parler d'une très belle initiative qui est portée par la communauté Drupal, qui est Drupal CMS, qui est, pour ceux qui connaissent Drupal, un CMS beaucoup plus orienté low no code, c'est-à-dire vous permettant de faire beaucoup plus de choses dans le back-office et d'être donc moins dépendant de vos intégrateurs techniques. Donc c'est une très belle initiative et on aura plaisir à vous en parler très vite. Voilà, j'arrête la présentation et je vous propose de passer aux questions-réponses. Je vais reprendre l'ordre des questions-réponses. Donc oui, Catherine, alors je reprends l'ordre des questions. Catherine, bien évidemment, vous aurez la présentation. Et je vois qu'Emmanuel avait complété plein d'autres de jargon que j'ai mis qui n'étaient pas top. Je regarde toutes les questions. Alors, Pierre pose une très bonne question sur les problèmes actuels WordPress. Ce qu'évoque Pierre, c'est un sujet majeur dans la communauté WordPress et qui est plus un combat d'ego où le principal fondateur de WordPress, Matt, a déclaré qu'une des extensions n'avait plus le droit de citer dans la communauté WordPress. En fait, ce sujet-là vient tamponner en frontal le sujet de la gouvernance de WordPress, qui aujourd'hui, de l'acteur WordPress.com, qui est un acteur lucratif, qui est en totale opposition avec la communauté WordPress.org. Le point de vue qu'on a aujourd'hui sur ce sujet-là,
c'est de dire que, il y a un conflit de gouvernance qui doit être résolu, mais aujourd'hui, les projets WordPress, il y a un ce que je veux dire par là, c'est que je crois que, WordPress, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est presque 60 des projets web avec CMS, c'est monstrueux. Il y a une telle assise, une telle couverture que si Matt continue à avoir ces délires d'égocentrique, dans la communauté, il y aura des forks, il y aura des alternatives et il y a un tel parc existant qu'à moyen terme, long terme, on verra, je veux pas me prononcer, c'est j'ai pas de boule de cristal, mais à moyen terme, il y a pas trop de débats sur il y a pas trop de risques à avoir sur WordPress. Voilà, donc vous pouvez tout à fait continuer avec WordPress. Voilà Pierre. Sachant que l'article que vient de mettre Emmanuel, il date un tout petit peu depuis, je crois, c'était fin décembre. Il y a eu des nouvelles, Matt a été reconnu, enfin bon, il y a eu des nouvelles décisions juridiques qui ont fait changer un peu la donne. Alors, Google Analytics 4 est-il conforme au RGPD? C'est une excellente question. La CNIL a sorti un rapport qui disait que GA4 pouvait être conforme à condition de faire passer votre site derrière un reverse proxy. Donc une manipulation qui peut être un peu compliquée. Mais je dois vous avouer que mes connaissances sur ce sujet-là datent d'il y a 6-7 mois, quand la CNIL avait publié cet avis-là. Et comme vous savez, ça bouge beaucoup très vite. Donc voilà ce que je peux vous dire. Le propos que je viens de vous dire mériterait d'être vérifié. Pour moi, en tout cas, c'est pas conforme. Mais vous savez, comme toujours, hein, tant qu'il n'y a pas de risque pénal, enfin, tant qu'il n'y a pas de risque d'amende, les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à bouger. Et puis surtout, l'autre sujet, c'est que la difficulté de changer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux grands types d'acteurs. Vous allez avoir des acteurs open source type Matomo, Piwik, ex-Piwik, etc., qui vont être parfois complexes à prendre en main pour les utilisateurs. Vous allez me dire, Google Analytics, c'est pas non plus facile. Et puis vous allez avoir des acteurs payants, dont le nom m'échappe à l'instant, qui vont être significativement plus chers. Donc il y a vraiment aussi un arbitrage risque versus valeur ajoutée de payer un outil. Voilà. Je vous laisse me poser d'autres questions si vous en avez, mais merci pour vos messages de remerciement, ça fait toujours chaud au cœur. Mais n'hésitez pas à dire ce qui pourrait être amélioré, je suis toujours preneuse. Vous allez avoir, je crois, un petit questionnaire ou sondage qui part après. Chantal, les objectifs RGA de juin 2025 vont-ils être renforcés ou identiques à maintenant? Je vous avoue totalement mon ignorance à ce sujet. Je sais pas. Je sais pas, pardon, je compléterai mon propos. En fait, il y a une super infographie qui est sortie récemment, sur les sites, gouvernementaux qui donne un peu toute la conformité, des sites, gouvernementaux, collectivités et cetera, au RGA et en fait, vous avez déjà tellement un gap monstrueux déjà pour atteindre l'obligation réglementaire actuelle que ça me paraîtrait complètement hypocrite, je sais pas, j'en sais rien, de vouloir encore renforcer ce sujet-là parce que la marche est tellement haute déjà pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Nadia, une excellente question. Dans le choix du CMS, Drupal est-il meilleur que WordPress? Je reviens sur ce que je disais tout au début. Il n'y a pas de meilleur. Est-ce que c'est plutôt la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Drupal et WordPress sont deux très, très, très bons outils. Est-ce que WordPress ou Drupal est plus adapté à mon projet? Ce qui est sûr, c'est que WordPress, encore une fois, ça dépend de qui intègre, mais là, je vais me faire peut-être pas trop des amis. C'est que WordPress, comme c'est un outil qui est très facile à prendre en main, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont bidouiller avec. Et je vous avoue, je vais vous faire la petite blague, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a appelée il y a 6 mois pour me dire: «Oh, mon site WordPress a été piraté» et cetera. En fait, on a regardé rapidement, il avait été développé avec les pieds. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous choisissez du WordPress, oui, bien sûr, c'est une très bonne solution pour des projets relativement simples, mais assurez-vous que votre intégrateur vous suit derrière, fait pas n'importe quoi, et a un minimum de compétences. Après, c'est dur. Sur un outil comme Drupal qui est un peu plus costaud, un peu plus compliqué, vous allez avoir moins ce sujet-là,
Mais vous allez aussi avoir la question d'un back-office parfois qui est pas si flexible que ça. Ça va vous coûter plus cher aussi. Développer sur Drupal coûte plus cher que sur WordPress. Donc, voilà la chose que je peux vous dire sans trop avoir, réfléchi. Hem Au niveau des plateformes, que pensez-vous de Shopify par rapport à d'autres solutions? Ah, super débat. Shopify. C'est marrant parce que, moi qui ai pas mal suivi l'évolution des marchés de manière générale depuis 20 ans, autant, sur les plateformes CMS, on a un espèce de statu quo monstrueux où, en fait, les podiums, les usages changent pas trop. On a eu des tentatives avec des CMS headless, du Strapi, du Webflow et cetera, de venir bousculer un peu, mais je trouve qu'en termes d'impact, c'est pas du tout significatif. En tout cas pas suffisamment. En revanche, sur le sujet des solutions e-commerce, on a un espèce de raz-de-marée Shopify depuis, quelques années, qui est assez hallucinant. Jusqu'à présent, on avait du Magento, du PrestaShop. Shopify, c'est une super solution. Honnêtement, franchement, c'est pour ça qu'elle a un tel engouement. C'est que, le problème sur PrestaShop, c'est qu'à chaque fois, vous deviez chercher dans la colonie, la galaxie de modules, celui qui convenait, l'installer, le paramétrer, il répondait pas à vos besoins, bref. Et puis surtout, on était sur une marketplace payante qui était qu'au final, vous deviez acheter chaque module. Shopify, la promesse, c'est du tout intégré, tout facile, pas de questions, pas de gestion d'hébergement, pas de gestion de bref, c'est vraiment le côté, j'élimine toute charge mentale, de celui qui gère une plateforme Shopify. Le seul truc, c'est que c'est un outil SaaS. Et moi, je vois beaucoup d'interlocuteurs, notamment particulièrement dans le B2B où vous savez Shopify, notamment, les versions avancées de Shopify ont un fee, une commission sur le volume de chiffre d'affaires, ou quand vous êtes une boîte B2B et que vous faites 100 000 000 € de chiffre d'affaires sur votre B2B et que vous vendez des câbles électriques et que pour un câble électrique, vous avez quelques centimes de marge, mais parce que vous faites du chiffre d'affaires, vous avez X dizaines de milliers d'euros qui sont pris par Shopify parce que c'est les conditions de l'abonnement SaaS, ça fait un peu mal. Et puis surtout, vous êtes dans un modèle de lock-in, c'est-à-dire que, si à un moment donné Shopify, et il l'a déjà fait par le passé, décide d'augmenter ses tarifs de manière très significative, vous êtes coincé. Ou en tout cas, voilà. Donc, c'est une très bonne solution, mais il faut être conscient de ce à quoi vous vous exposez quand vous faites ce choix-là. Voilà, un peu une réponse de Normand. Question de Arnaud: «Est-ce que vous vous aidez d'une IA pour générer les cahiers des charges?» Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais oui. Nous, on fait plein de missions, où en fait, l'IA est hyper utile, bien évidemment. Après, c'est ce que je dis à tout le monde, le risque, c'est de poser son cerveau. Parfois, c'est tellement facile de venir prompter une IA, bah tiens, je me contente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens compétents qui promptent l'IA, qui ont déjà fait, qui savent le métier et des gens qui sont capables de venir challenger et de se dire: «Non, ça va pas du tout, il hallucine complètement» ou «C'est de la merde ce qu'il me dit», pardon pour le gros mot, je vais le faire moi-même. Mais oui, ça nous fait gagner du temps, c'est évident. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas. C'est une catastrophe. Les theme builders, Elementor et autres, c'est une catastrophe. Sur Drupal, il y a pas de theme builder, mais regardez l'initiative Drupal CMS qui apporte quand même des choses intéressantes. Et effectivement, en fait, les theme builders ont fait beaucoup de mal à WordPress en termes de sécurité, de performance et cetera. Et en même temps, c'est ce qui explique sa popularité. Parce que, un néophyte peut gérer son truc et faire un sapin de Noël s'il a envie de faire un sapin de Noël. Voilà. Bon, s'il y a plus d'autres questions, n'hésitez pas, mais sinon, on va couper le webinar. Un grand merci à tous de votre, participation. Merci pour vos petits mots. Heu et au plaisir peut-être de vous revoir dans la vraie vie ou pas. Catherine, j'ai pas eu de réponse sur le replay. Oui, Catherine, il y a bien une réponse. Il y a bien un replay, pardon. Et je réponds juste à Maë sur Elementor, qui peut être aussi un vrai argument. Là, on est vraiment dans une querelle de chapelle ou de point de vue, mais moi, je suis assez dogmatique sur ce sujet-là. C'est que, justement, si je reprends le framework Web Optima Matrix avec tous les items de qualité, Elementor va tout vous flinguer en termes de perf,
en termes d'éco-conception, en termes d'accessibilité. Donc c'est cool, vous pouvez faire plein de trucs. Mais à quel prix? Et surtout en termes de maintenance et cetera. Donc oui, c'est cool, c'est vrai et effectivement, ça vous permet de faire un site, facilement. Mais voilà. Donc c'est peut-être moi qui suis un peu trop dogmatique. Désolée, Maë. Bah, je vais couper alors, s'il y a plus d'autres questions. Merci à tous. À très vite et sur le sujet WordPress, c'est un éternel débat aussi chez nous, donc voilà. On a le droit de pas être d'accord et tant mieux. À bientôt. Au revoir.